Mais il est aussi en guerre internationale parce que le M23 est le bras armé par lequel le Rwanda et relativement l'Ouganda déstabilisent le Congo pour l'exploiter et favoriser le maintien du Congo sous la main des multinationales, de l'impérialisme et du capitalisme international. Voilà la réalité. Tshisekedi, vous n'êtes pas capable de répondre à ce problème. Vous n'êtes pas capable de répondre à ce problème pour quelle raison? D'abord, par votre formation, vous n'êtes pas militaire. Parce que c'est un problème militaire qui est posé. Alors, du point de vue du raisonnement géostratégique, géotactique, géopolitique, Tshisekedi, vous êtes limité. Vous n'avez pas l'expérience militaire. Tous les pays du monde qui se sont retrouvés dans la situation dans laquelle se trouve le Congo, dans tous les pays qui se sont retrouvés dans cette situation, il a fallu la plupart du temps qu'un militaire prenne la direction de la nation. Le premier problème pour vous, Tshisekedi, c'est que vous n'êtes pas militaire. Donc vous ne connaissez pas la guerre. Vous ne savez ni subir la guerre ni la faire. Vous ne l'avez pas subie. Vous avez passé une bonne partie de votre vie à Bruxelles. Une bonne partie de votre vie à l'abri de la carrière que votre père avait menée pour vous mettre à l'abri du besoin élémentaire. Vous n'avez pas l'expérience de la guerre. Ni comme militaire, ni comme Congolais. La guerre est un phénomène périphérique à votre salon bourgeois, Félix Tshisekedi. C'est le premier problème. Celle ou celui qui veut diriger aujourd'hui le Congo doit connaître la guerre. Voilà pourquoi moi, en tant qu'Africain, en tant que philosophe, en tant qu'analyste politique, je prescris la nécessité et l'urgence d'un pouvoir militaire de salut national au Congo. Montez, descendez. Vous ne sortirez pas le Congo de la situation dans laquelle il est s'il n'y a pas une transition tenue par des hommes d'armes. Mais la preuve, les deux régimes qui, aujourd'hui, agressent le Congo et le martyrisent sont dirigés par qui? Les deux régimes qui, aujourd'hui, torturent le Congo matin, midi et soir, ils sont dirigés par qui? Kagame est un général d'armée. Museveni est un général d'armée. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou ce n'est pas clair? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris que en face, vous avez des militaires? Vous avez des militaires. Le Congo est attaqué par des pays dirigés par des militaires. Il s'ensuit que Tshisekedi n'étant pas capable de développer un mode de vie militaire, parce que il est possible, il y a des civils qui sont capables de cette mutation sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, qui sont capables de cette mutation sur le plan grâce à leur capacité autodidactique, la capacité d'apprendre. D'accord? Tshisekedi aurait été capable de montrer cela, mais il ne l'a pas montré. Il vient de faire un mandat. Tshisekedi ne s'est jamais mué en un chef militaire. Or, le Congo est en guerre. Il est en guerre civile et il est en guerre internationale. On ne peut pas être le chef de ce Congo-là si on n'est pas un bon et un excellent militaire. C'est-à-dire un stratège, un tacticien et un homme dur à cuire. Un homme endurant. Quand vous regardez Tshisekedi, est-ce qu'il peut passer une nuit dans un camp militaire? Kagame que vous voyez là dort encore dans les camps militaires. Museveni que vous voyez là a plus de 70 ans passés, 75 ans et plus. Il dort encore dans les camps militaires. Est-ce que Tshisekedi peut passer 3 jours d'affilée en brousse? Est-ce qu'il peut accompagner l'armée congolaise? En face, ils ont des chefs qui dorment en brousse avec eux. Ils ont des chefs qui souffrent avec eux. Ils ont des chefs qui prennent les mêmes risques qu'eux. Au Congo, on a une bourgeoisie comprador, empiffrée à Kinshasa, remplie de champagne et de caviar, professionnel du détournement massif de deniers publics, corrompu jusqu'à la moelle des os, et une armée laissée à elle-même, dont les rapports laissent nécessairement à désirer. Parce que même l'armée, elle remonte à la direction civile du pays ce qu'elle peut. Le reste, elle garde ça pour elle. Vous ne pouvez pas faire face à la situation de guerre civile et de guerre internationale que subit actuellement le Congo sans
une direction militaire. Tous les pays qui ont été confrontés à la situation sont passés par une transition militaire. Ça, c'est un. La responsabilité. Alors, nos amis côté YouTube, on commence à attaquer parce que je suis en train de donner les solutions. Je ne suis pas venu là ce soir pour pleurer. Je ne suis pas venu là pleurnicher au chevet de nos femmes, de nos filles, de nos sœurs assassinées, de nos frères trucidés dans le nord et dans le sud Kivu. D'accord? Je suis venu là dire que la solution qui est à Kinshasa n'en est pas une. Tshisekedi n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur parce que le Congo est en guerre et il ne sait pas faire la guerre. Vous ne pouvez pas faire face à la situation congolaise avec une direction civile de bourgeois mollassons. Ça, c'est un. De deux. Même si des militaires prennent le pouvoir à Kinshasa, ils ne pourront pas vaincre dans la guerre civile et internationale qui leur est imposée sans un changement de la doctrine géopolitique, géostratégique et géotactique. C'est-à-dire sans la reconnaissance et la définition précise de leurs ennemis. Qui attaque le Congo? Dans quel intérêt le Congo est-il attaqué? Les intellectuels congolais ont déjà fait l'essentiel de ce travail. Je fais toujours référence ici au travail remarquable de mon frère Patrick Mbeko. J'ai moi-même déjà donné une analyse précise de la nature du problème congolais. Montrer comment les États satellites de l'impérialisme occidental, que sont notamment le Rwanda et l'Ouganda, ont vocation à déstabiliser le Congo pour que les matières premières congolaises coûtent moins cher, voire soient gratuites dans la géoéconomie impérialiste occidentale mondiale. La déstabilisation du Congo est donc la condition pour maintenir au prix le plus bas et même garantir le pillage continu du Congo. Car l'unité, la paix, la sécurisation et la stabilisation du Congo signifieront l'augmentation du prix des matières premières stratégiques et par conséquent l'augmentation du standard de vie du peuple congolais et par conséquent la baisse des profits illimités que les grandes multinationales occidentales qui arment les États satellites assaillant le Congo tirent du martyre du peuple congolais. Le modèle est indiscutable. La vérité est là. La déstabilisation du Congo est une condition de son pillage, est une condition du vol de ses richesses. Et cela profite aux grandes puissances économiques de la planète qui arment les milices et qui les couvrent sur le plan diplomatique, qui les couvrent sur le plan du droit international et qui les couvrent sur le plan médiatique. Une fois que ça c'est clair, il faut donc qu'à Kinshasa, il y ait un pouvoir qui mette en place une stratégie contraire. Combattre la guerre civile interne, combattre la guerre internationale en s'appuyant sur des alliances qui ne sont pas complices du pillage. Des alliances qui appartiennent à la tradition anticolonialiste. Bref, il s'agit de reprendre le programme de Laurent Désiré Kabila, là où il s'est arrêté lorsqu'il a été assassiné en 2001. Il s'agit de reprendre le programme de Lumumba, le programme de Pierre Moulele, le programme de Laurent Désiré Kabila, en tirant des leçons des raisons de leur échec relatif. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait à la tête du Congo des militaires. Encore faut-il que ce soit des militaires qui soient des révolutionnaires, des panafricanistes, et qui soient des individus dotés d'une culture politique leur permettant de la créativité, de l'adaptabilité, de l'intrépidité. C'est ce que j'appelle une révolution populaire, une révolution panafricaine et une révolution traditionnelle. Ce sont les trois éléments de la révolution africaine du XXIe siècle. Elle doit être, 1, populaire. C'est avec le peuple qu'on libère le peuple. On ne libère pas un peuple
sans ce peuple. Elle doit être deux. Elle doit être une révolution panafricaine, c'est-à-dire dans les pas des pères fondateurs de la lutte de libération de l'Afrique. Troisièmement, ça doit être une révolution traditionnelle. Il s'agit d'aller chercher les valeurs de civilisation dans la civilisation négro-africaine multimillénaire. Non pas dans leur démocratie et leurs droits de l'homme, mais dans notre mahatocratie, dans notre tradition. Voilà les trois aspects de la révolution africaine. Populaire, panafricaine et traditionnelle. Seule l'installation à Kinshasa d'un leadership militaire convaincu de la nécessité d'une révolution populaire, une révolution panafricaine et traditionnelle, seul cela peut changer la donne en République démocratique du Congo. Tout leadership, civil ou militaire, qui va se contenter de s'adapter aux conditions qui sont dictées au Congo depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ne sera pas capable de mettre fin à la tragédie du Congo. Nous sommes en train d'aller vers une logique de partition de fait du Congo. Nous sommes en train d'aller vers le dépaissage du Congo. Nous sommes en train d'aller vers la soudanisation du Congo. Nous sommes en train d'aller vers la création de plusieurs États de facto à l'intérieur du Congo, dans l'intérêt des pillards, des multinationales, des oligarchies impérialistes qui financent M. Kagame et qui couvrent ses crimes à travers le M23. Les images que je reçois, les cris que j'entends, la détresse de mon peuple congolais que j'ai reçu, m'imposaient ce soir de poser carte sur table. Les solutions. Que personne, à travers les rues de Matadi, à Kinshasa, que personne à Bukavu, que personne au Katanga, que personne à travers l'immense Congo ne dorme ce soir en pensant qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, mais il faut des hommes qui soient convaincus et qui le fassent. The right man at the right place. Ce n'est pas une fatalité pour nous, chaque fois que nous parlons de la République démocratique du Congo, de devoir seulement nous plaindre, de devoir seulement nous souvenir de cette belle chanson de Franklin Bukaka. Afrika mobimba e, tokangi maboko, tozali kotala e, bana basili na kokende, bana basili na kotekama e, na banguna. Tolati mokuya, ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Afrika mobimba e, tokangi maboko e, tozali kotala e, bana basili na kokende, bana basili na kotekama e, na banguna. Tolati mokuya, ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Nous ne sommes pas condamnés à nous en tenir à la célébrissime jérémiade de mon homonyme Franklin Bukaka. Au XXIe siècle, nous sommes condamnés à agir. Et le peuple congolais doit entreprendre sa révolution populaire. Il doit marcher dans les pas des grands Congolais de tous les temps qui ont inspiré toute l'Afrique et qui l'inspirent encore. Les pas de Lumumba, les pas de Gizenga, les pas de Kimbangu, les pas de Pierre Moulele, les pas de Laurent Désiré Kabila sont ceux dans lesquels, avec des améliorations et des anticipations, le peuple congolais doit marcher. Il faut faire émerger du peuple congolais et des armées le leadership révolutionnaire. Il faut le porter au pouvoir et l'obliger à accomplir ses devoirs. Je ne veux plus pleurer pour le Congo. Je ne veux plus pleurer pour l'Afrique. Je veux voir les Africaines et les Africains croire en leur capacité d'agir.
Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus gémir pour le Congo et pour l'Afrique. Je veux voir chaque Africaine et chaque Africain prendre confiance et conscience de son devoir d'agir. Le peuple congolais, lui tout seul, possède la clé du changement qui va le libérer de l'emprise du néocolonialisme local et de l'impérialisme mondial. C'est la reprise du chemin des grands Congolais et des grands Africains de tous les temps qui est la condition de l'émergence d'un Congo libre. Un Congo prospère, un Congo immense moteur du décollage de toute l'Afrique. Je le répète, la République démocratique du Congo est le pays le plus riche de la terre des hommes en ressources naturelles stratégiques. Les Congolais marchent sur des milliards de dollars. Chaque Congolaise et chaque Congolais sont des êtres humains que Dieu a gavés de richesses. Ce sont des princes de la terre, les Congolaises et les Congolais. Et voilà pourquoi mon troisième message au peuple congolais s'adresse à la formidable famille de l'art congolais. Le Congo est l'une des patries africaines les plus belles par la grandeur de son art. Mais il ne faut pas que l'art devienne un obstacle pour l'émancipation du peuple congolais. L'excès de souffrance de ce peuple l'a peut-être amené un peu trop ces derniers temps à croire que le bonheur peut arriver par la magie du spectacle. Il est temps pour mon peuple de mettre l'art au service de la liberté, l'art au service de la libération. Il est temps pour tous les grands artistes du Congo de considérer que leur plus grand devoir n'est pas simplement de divertir, car l'homme a besoin de divertissement. L'homme a besoin de légèreté, l'homme a besoin de dépaysement pour supporter le malheur de vivre. Mais, dans une période aussi cruciale que celle-ci, l'artiste congolaise, l'artiste congolais, doivent marcher dans les pas de la maman nationale, Tchalamouana qui s'en est allé, et de tous les grands, l'écrivain congolais, l'intellectuel congolais, l'ouvrier congolais, la ménagère congolaise, l'homme et la femme du Congo, par extension l'homme et la femme africains, doivent prendre au sérieux la tâche de notre émancipation. Ils doivent l'inclure à leur niveau de participation. Personne ne doit se comporter comme si l'émancipation de ce continent, c'est l'affaire des voisins. Chacun à son niveau doit prendre conscience de ses devoirs et les remplir. Trêve de distraction, trêve de diversion, que l'art congolais se mette au service de sa libération. Car cet art, qui est une source de bonheur et de joie, et qui nous permet de supporter la laideur et la tristesse de la vie, ne l'oubliez pas. André Malraux le définissait avec bonté comme le cri de protestation de l'homme contre la mort. Oui, voilà l'une des définitions de l'art. Le cri de protestation de l'homme contre la mort. Aujourd'hui, on a une situation dans laquelle la majorité des artistes du Congo, et même de l'Afrique, est plutôt du côté de cet art qui ne proteste pas contre la mort. De cet art qui se complaît dans la mort. Cet art qui se complaît dans la misère. Un art morbide, un art délétère. Un art creux. Un art qui n'épouse pas la souffrance des siens et qui ne la transforme pas en obligation de changement, de transformation, de métamorphose. Redonnons à l'art sa valeur de cri de révolte de l'homme contre la mort. Refaisons de l'art une activité de défense et de célébration de la vie infinie. Celle qui se transmet de génération en génération, toujours avec le souci de la transmettre dans les meilleures conditions que celles dans lesquelles nos parents nous l'ont transmise. Mes chers amis, Congolaises, Congolais, Africaines, Africains, j'ai commencé ce message dans le gémissement, dans le cri et dans le pleur. Je le finis dans l'exhortation. Je le finis en proposant et en montrant le chemin.
celui de la révolution populaire, panafricaine et traditionnelle. Mais je ne vais pas quitter ce sujet sans aborder la question que j'avais laissée en suspens au départ. Car, philosophe de métier, je n'oublie pas les questions. Comment le panafricanisme, comment notre panafricanité, comment notre vivre ensemble d'Africains peut-il se vivre à l'aune du conflit congolais? Est-ce que la solution au conflit congolais, c'est que la République démocratique du Congo donne une partie de son territoire au Rwanda? Comme ça, le Rwanda va laisser le Congo tranquille. Est-ce que c'est ça la solution? J'ai entendu ces derniers temps toutes sortes d'arguments. J'ai même entendu de la bouche de certains de mes frères et sœurs rwandais l'argument selon lequel le territoire du royaume du Rwanda, avant le découpage colonial, incluait l'actuel Kivu. Et donc, la République du Rwanda, sous Kagame, serait simplement en train d'essayer de récupérer ce qui appartenait à l'ancien royaume. J'ai entendu cet argument et cet argutie. Je voudrais commencer par battre en brèche cet argument. Écoutez, si on part de ce principe, eh bien, n'importe quel État africain aujourd'hui peut revendiquer une partie du territoire du voisin. Si on part du principe qu'il faut, sur la base de réminiscences ou de revendications propres à des anciennes royautés, reconstruire les territoires africains, ce principe signifie la guerre civile généralisée africaine. Car il n'y a pas un pays africain aujourd'hui qui ne soit pas en mesure, en vertu de l'histoire de telle royauté, de telle tribu, de telle... il n'y a pas de pays africain qui ne soit pas en mesure de revendiquer une partie d'un autre. Étudier la carte entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on a pu tracer une frontière à l'intérieur du peuple Akan, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana? Avec des situations où vous voyez que il y a des Ivoiriens qui ont encore leur chef traditionnel de l'autre côté. Des Ghanéens qui ont encore leur chef traditionnel en Côte d'Ivoire. La situation, on la trouve partout. Vous la trouvez entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Vous la trouvez entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Vous la trouvez entre l'Angola et le Congo, Brazzaville. Vous la trouvez entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas. Vous la trouvez entre le Cameroun et le Nigeria. Entre le Cameroun et le Tchad. Entre le Tchad et le Centrafrique. Entre le Soudan du Nord et le Soudan. Vous trouvez cette situation partout. Partout, on peut développer des raisonnements pour revendiquer des morceaux du territoire du voisin en raison d'une mémoire, d'une histoire dans laquelle il y avait une royauté qui possédait un morceau d'un territoire. Mais si on rentre dans... Regardez entre le Togo et le Ghana. Regardez entre le Bénin, l'actuel Bénin et le Nigeria. Les Yoruba qu'on trouve au Bénin et qu'on trouve au Nigeria. Mais le Nigeria devrait se lever tranquillement et prendre le Bénin et la vallée. Tout comme le Bénin peut se lever, dresser sur ses ergots et dire « J'ai beau être petit, mais en fait, une bonne partie du Nigeria m'appartient. » Parce que les palais des rois Yoruba, c'était chez moi. Chacun peut inventer toutes sortes de raisonnements comme cela pour mettre la main, tenter de mettre la main sur le territoire du pays voisin. Donc j'invite les Africains à dire à nos frères et sœurs rwandais, et tous ne pensent pas comme ça, mais ceux qui soutiennent Kagame, dans sa réécriture de l'histoire de la frontière entre le Congo et la République démocratique du Congo et le Rwanda, il faut lui dire d'arrêter ça. Il s'agit d'une escroquerie. Si tous les Africains font le même raisonnement, cela donne la guerre internationale africaine généralisée. Donc ce raisonnement ne tient pas. Quelle est donc la solution? Comment vivre le panafricanisme? La solution, c'est que des conventions souveraines, des conventions libres et volontaires sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan écologique, sur le plan politique, soient passées au fur et à mesure que les relations d'amitié et de confiance entre les peuples, les relations de fraternité entre les peuples vont se raffermir, que des conventions soient passées pour créer des espaces régionaux intégrés, mais de manière volontaire et non pas par la guerre. Mais c'est cette solution que les Occidentaux ont trouvée pour fonder l'Union européenne. Après s'être fait la guerre pendant plusieurs décennies et plusieurs siècles, les Occidentaux se sont assis et ont négocié à partir de la communauté de l'acier et du charbon qui les rassemblait. Ils ont progressivement construit la communauté économique européenne et maintenant ils parlent d'Union européenne. C'est la méthode qui est la plus légitime pour mutualiser
les avantages comparatifs des États les uns envers les autres, et non pas la méthode de Kagame. Car la méthode de Kagame, face à la République démocratique du Congo, correspond exactement à la méthode d'Hitler contre la France. Au lieu de négocier avec les Français pour voir comment ils pouvaient créer un espace économique, politique, social commun, Hitler avait choisi de leur faire la guerre pour prendre la France. Kagame, au lieu de reconnaître que c'est en créant des relations de confiance avec les dirigeants congolais, entre les peuples rwandais et congolais, qu'une coopération sociale, culturelle, économique, politique, une coopération spirituelle, en toute confiance, va naître et qui sera contractualisée par des relations de respect réciproque. Au lieu de reconnaître que c'est ce chemin de la patience, du dialogue, de l'entente, du consensus commun, sans arracher le bien d'autrui, que c'est ce chemin qui est celui qui construit le meilleur voisinage et l'Afrique unie. On veut, sous couvert de raisonnement, renvoyant aux frontières précoloniales, on veut légitimer la convoitise, la jalousie, la cupidité et la lâcheté envers les États affaiblis et dont les grands parrains impérialistes du monde veulent s'assurer le pillage ad vitam aeternam. Donc, quel est le panafricanisme que nous voulons? Nous voulons un panafricanisme de la construction consensuelle de l'intégration régionale. Un panafricanisme du respect mutuel des souverainetés et de la contractualisation des relations sociales, culturelles, politiques. Un panafricanisme de la fraternité construite dans la patience de la confiance et dans la patience du temps. Voilà comment on doit construire la fédération africaine, non pas par la guerre. Et je voulais répondre à ça, à cet argument que j'ai lu, que j'ai entendu. Des gens ont essayé de me faire accepter ça. Ah non, le problème c'est que le Congo n'a pas compris qu'il faut partager le Kivu avec le Rwanda. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme cela qu'on construit l'intégration africaine, mesdames et messieurs. Ce n'est pas avec des sophismes du loup. Parce que s'il faut que le Congo donne une partie de son territoire au Rwanda, le Rwanda lui donne quoi en échange? Votre argument consiste à dire que le Rwanda va lui donner en échange la paix et la sécurité. Mais c'est une escroquerie. Le Congo, en tant qu'État souverain, a droit à la paix et à la sécurité, que le Rwanda le veuille ou non. La paix et la sécurité sont un droit des peuples. Vous ne pouvez pas imposer à un peuple de se faire exproprier en échange de sa paix et de sa sécurité. Car en effet, l'insécurité est également économique. L'insécurité, c'est également le fait d'être chassé de la terre de ses ancêtres. L'insécurité, c'est également le fait d'être privé de son or, de son manganèse, de son uranium. C'est cela aussi l'insécurité, être privé de son diamant par des gens qui vous chassent, qui s'installent sur vos terres et qui les exploitent. Voilà ce qu'il y a de choquant dans ce sophisme, ce raisonnement du loup, qui consiste, sous couvert de critique des frontières héritées de la colonisation, de vouloir légitimer la cupidité, la voracité, la haute criminalité politique pour dépecer le Congo. Et c'est avec le même type de raisonnement que les sécessionnistes terroristes de l'Azawad, au nord du Mali, ont voulu se justifier. Si vous voulez la paix, laissez-nous les régions du Mali les plus riches en gaz, en pétrole. Laissez-nous les régions du Mali les plus riches en or. Et vous aurez la paix